Aimables téléspectateurs de la G36 TV, vous qui nous suivez à tout moment, c'est l'occasion une fois encore pour nous de vous dire merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de cette télévision numérique, la meilleure d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Carrefour des civilisations et comme vous le savez, Carrefour des civilisations est une émission qui touche à tout, qui parle politique, qui parle économie, qui parle société, qui parle pratiquement tout. Et parce que ça concerne la société guinéenne, la société africaine, la société du monde d'ailleurs de façon générale. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement pour venir dans une école, Mangué Junior. Mangué Junior, même si je dois faire une publicité. Et nous allons travailler avec un éminent professeur de français, un éminent professeur de littérature, mesdames et messieurs. Il dispense les cours de littérature, les cours de français dans les classes de terminale. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème très pertinent, un thème très intéressant qu'on appelle la mondialisation et l'intégration des cultures, mesdames et messieurs. Et vous le savez, entre ouverture au monde et préservation des racines, la littérature africaine est aujourd'hui à la croisée des cultures. Mais cette mondialisation est-elle une richesse ou un danger pour la société africaine? Qu'appelle-t-on réellement mondialisation? Quels peuvent être ses avantages et ses limites sur la société et la littérature africaine? Un échange approfondi autour de la notion d'identité, de la notion de culture et même de l'avenir nous permettra dans cette émission, mesdames et messieurs, de comprendre les enjeux culturels liés à la notion de mondialisation. Mais avant, je vais me tourner vers mon professeur, mon éminent professeur. Il va se présenter et après, nous allons commencer à ébaucher le thème du jour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, présentez-vous à nos fidèles téléspectateurs. Ok, je réponds au nom de Ba Amadou Bailo. Je suis enseignant, je dispense les cours de littérature précisément dans les classes de terminale. Surtout, nous sommes actuellement au niveau de la terminale série littéraire. Et j'évolue dans pas mal d'écoles. Vous n'êtes pas sans savoir que la littérature aujourd'hui, c'est un élément quand même fondamental pour mieux quand même maintenir le vécu d'un peuple. Donc, c'est un peu cela. Et voilà, ce sont les termes même de votre professeur. La littérature, c'est un élément fondamental, un élément essentiel pour maintenir les vécus d'un peuple. En tout cas, c'est selon ses dires. Et avec lui, mesdames et messieurs, nous allons tout à l'heure parler d'un thème aussi très pertinent dans cette notion de littérature qu'on appelle la mondialisation. Monsieur Bailo, qu'appelle-t-on réellement mondialisation? Bon, en réalité, le mot mondialisation, c'est un processus, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. L'humanité, à un moment donné, a vécu ce moment, mais sans quand même se rendre compte. En un mot, quand on dit mondialisation, on a le mot monde. Ça voudrait renvoyer à quoi? C'est l'ensemble des transformations que nous constatons à travers divers domaines économiques, politiques, culturels, voire des domaines sociaux. Maintenant, nous constatons par rapport à cela que ce phénomène tend vers, c'est-à-dire un postulat du monde moderne auquel toutes les nations sont invitées à y adhérer. C'est pour cela que ce phénomène est aujourd'hui devenu quoi? Une nécessité et non un besoin. Une nécessité et non un besoin. Et moi, je suis d'ailleurs ravi de m'avoir retrouvé dans une salle encore de série littéraire. Ça veut dire les gens qui ont pour base, les gens qui ont pour leitmotiv même la littérature et qui évoluent dans ce sens-là. Je crois que nous allons dire beaucoup de choses et après nous allons passer même la parole à ces brillants élèves qui vont essayer aussi d'intervenir sur la notion de mondialisation. Alors, et vous avez parlé exactement, vous avez présenté ce qu'on appelle la mondialisation. Et bien, aujourd'hui, quel est le rapport entre mondialisation et la littérature africaine? En quoi la mondialisation influence-t-elle, par exemple, la littérature africaine? Bon, en réalité, d'abord, dans le programme guinéen, au niveau de la terminale, la littérature africaine est synthétisée ou bien tout simplement partagée, voire scindée, en trois grands sous-thèmes. Ça veut dire qu'on a d'abord le premier thème, qu'on a la littérature africaine d'indépendance, c'est-à-dire l'Afrique après la colonisation. On a un deuxième thème, la littérature des problèmes de l'Afrique contemporaine. Ça veut dire qu'avec la venue d'une nouvelle idéologie qu'on appelle la démocratie, comment étaient les réalités africaines après tout cela, cette imposition et cette importance du système,
On a maintenant en dernier lieu ce qu'on appelle la mondialisation et l'intégration des cultures. C'est-à-dire, je l'avais dit tout simplement, c'est une nécessité de la mesure aujourd'hui. Aucune nation ne peut vivre à vase clos. Et quand on dit littérature, c'est l'ensemble des réalités. Tout simplement qu'un peuple a vécu à un moment donné, voire à un moment précis de son vécu, de son évolution. Maintenant, vu que la mondialisation est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire un processus qui rapproche le monde, auquel maintenant on se demande, surtout le continent africain, quelle est sa place dans ce phénomène. En ce moment, il serait tout simplement quand même inviter l'Afrique à être comme, tout simplement, c'est-à-dire actrice et non tout simplement une observatrice. Dans la mesure, dans ce phénomène, il est constaté quand même des hauts et des bas. Si l'Afrique n'arrive pas tout simplement à se mêler, à quand même partager, c'est-à-dire son quotidien par rapport à ce phénomène, l'Afrique va toujours tout simplement avoir ce qu'on appelle des séquelles de ce phénomène. C'est pour cela que vous n'êtes pas sans savoir, si nous prenons l'Afrique une fois indépendante, il y a ce qu'on appelle une dichotomie qui s'est installée entre l'intelligentsia africaine, c'est-à-dire les écrivains africains. Certains disaient que l'Afrique vient de sortir du joug colonial. Est-ce qu'elle doit se familiariser, s'adapter au monde moderne pour ne pas être aliénée ou bien acculturée, ou bien l'Afrique doit tout simplement maintenir sa culture, se développer avec sa seule culture. Quelque chose maintenant qui est impossible avec maintenant la mondialisation. C'est pour cela maintenant ce phénomène a été intégré dans le programme pour prouver au continent africain, voire au peuple africain, que ce phénomène est une nécessité. L'Afrique doit être dans la danse et non tout simplement une observatrice. Alors, Monsieur Bailo, si je vous comprends, d'après tout ce que vous venez de dire, ça veut dire que la mondialisation, dans ce cas, est un phénomène nouveau dans la littérature africaine. Très bien. Exactement, c'est un phénomène nouveau parce que l'Afrique s'est retrouvée quand même après la décolonisation au niveau tout simplement du XXe siècle. Elle vivait dans une période de domination et elle se voit maintenant dans un monde où il y a ce qu'on appelle une acceptation, il y a ce qu'on appelle une homogénéisation, il y a ce qu'on appelle un brassage culturel. Et en réalité, c'était un contact qui était impossible auparavant. Maintenant, comment l'Afrique doit se familiariser? Maintenant, elle est obligée de se familiariser, mais comment l'Afrique ne doit pas oublier qui elle est? Elle a ses racines, elle a ses coutumes, elle a tout simplement ses pratiques ancestrales. Et aussi, comme le disait tout simplement chez Camille Dokan, l'extérieur est agressif. Si l'homme ne le vainc pas, il fait de l'homme une victime de tragédie. Un enfant qu'on n'éduque pas, il régresse. Une société qu'on ne gouverne pas, elle se détruit totalement. L'Afrique maintenant est dans ce postulat-là. Comment maintenant l'Afrique doit se comporter par rapport à ce phénomène? Alors l'Afrique doit tout simplement quand même accepter l'ouverture. Parce que c'est une nécessité, mais ne pas oublier tout simplement qui elle est. Pour mieux donner sa véritable identité dans le monde où nous vivons. D'accord, nous sommes, mesdames et messieurs, avec notre éminent professeur de littérature, ici même au groupe scolaire Mangué Junior, et vous êtes dans votre émission Carrefour des civilisations. Et mesdames et messieurs, nous allons continuer à évoluer avec notre professeur. Nous avons dit que le thème du jour, c'est la mondialisation et l'intégration des cultures. Alors, monsieur Bailo, vous parlez d'ouverture, vous parlez de nécessité. Peut-être que nous allons parler tout à l'heure des avantages, mais aussi des limites de la mondialisation. Dans ce cas, tout à l'heure, à l'entame, vous avez dit que dans le programme, il faut parler de trois parties, je crois, l'Afrique précoloniale, coloniale et l'Afrique avant, et l'Afrique après la colonisation. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Ça veut dire, est-ce que la littérature africaine d'aujourd'hui, elle n'est pas différente de celle d'hier? Oui, exactement, parce que la littérature, d'abord, c'est quoi? C'est les réalités. Quand une société change de réalité, elle change de littérature. Victor Hugo disait quoi? La manière dont la parole est pour un homme, c'est comme ça, la littérature est pour une société. Ça veut dire que la littérature, elle évolue au fur des temps. Autrefois, si nous prenons l'Afrique précoloniale, c'était une Afrique qui ne subissait pas une domination étrangère. Elle avait tout simplement une belle structure, une belle organisation. Mais maintenant, l'Afrique, une fois, qui était maintenant, c'est-à-dire réservée ou bien tout simplement accueillie par une nouvelle domination, elle a aussi changé de réalité. Une réalité de domination, de souffrance, de misère.
c'est-à-dire d'amertume. Maintenant, l'Afrique s'est retrouvée avec une prise de conscience en disant quoi? On a trouvé que nos cultures sont piétinées, sont bafouées. Comment les rétablir? Il faut d'abord maintenir une dignité. Mais la dignité n'est pas possible sans la liberté. Comme le disait comme le feu Ahmed Sékou Touré le disait, il n'y a pas de liberté sans dignité. Bon, en réalité, maintenant, la littérature en conformité, en adéquation avec la mondialisation, c'est parce que notre monde d'aujourd'hui, ça montre réellement que nous avons un vécu aujourd'hui différent des autres dans la mesure où il y a un changement de réalité. L'Afrique, elle est souveraine. Est-ce que totalement? Point d'interrogation. Au niveau du plan économique, l'Afrique est-elle indépendante? Au niveau du plan politique, l'Afrique est-elle indépendante? Ce sont des questions quand même qui nous renvoient à se poser la question pourquoi on a tout mais on n'a rien et on n'est rien. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi on a tout, mais on n'a rien et on n'est rien. Alors, ça ne vient pas de moi, mesdames et messieurs. Monsieur Bailo, nous allons continuer avec voilà, ce thème, la mondialisation. Moi, mon problème d'abord, c'est de savoir véritablement, quand on parle de mondialisation, véritablement, c'est qu'est-ce que l'Afrique doit mondialiser? À quoi l'Afrique doit s'ouvrir? Parce que vous avez parlé d'ouverture, vous avez parlé de nécessité, vous avez parlé de mondialisation. C'est quoi, moi par exemple, qui ne connais pas la notion de mondialisation, mais en réalité, qu'est-ce que l'Afrique doit mondialiser? Qu'est-ce qui fait de la mondialisation une nécessité pour l'Afrique? Bon, en réalité, dans le processus de la mondialisation, je dis que c'est lorsque nous parlons l'ouverture à toutes les nations et la suppression des frontières, des barrières qui existaient autrefois. Il y avait un contact qui était impossible entre les contrées, les nations, les entités. Le phénomène maintenant est venu supprimer cela parce que maintenant, il faut qu'il y ait quoi? Des échanges entre des nations. L'Afrique doit mondialiser quoi? L'Afrique d'abord à quoi? L'Afrique d'abord à ce qu'on appelle les matières premières. Ça veut dire que le monde, chacun est dans son endroit, dans son chacun, mais chacun est dans une interdépendance. Ça veut dire que tout le monde n'a pas tout. Chacun a besoin de l'autre. L'Afrique maintenant a besoin d'offrir quoi? L'Afrique offre ses matières premières, mais l'Afrique gagne encore quoi? La science et la technique pour être dans le monde du phénomène de la mondialisation. D'accord. L'Afrique doit offrir ses matières premières, mais l'Afrique doit recevoir la technique et la technologie des autres. Je crois que c'est ce qu'on appelle alors mondialiser. Mais dans ce cas, vous savez que toute nation dépend, toute nation vit de sa culture. En offrant par exemple les matières premières et en recevant la science, la technique et la technologie, cela ne puisse pas ou cela ne pourra-t-elle pas causer par exemple d'autres dégâts, d'autres conséquences, d'autres fléaux à la société africaine? Oui, c'est pour cela maintenant, ce phénomène a des avantages et des limites. Et non pas seulement l'Afrique, mais surtout l'Afrique de manière particulière, mais surtout encore les pays du tiers-monde. Ça veut dire que quoi? Ça dit que l'Afrique aujourd'hui, c'est comme le disait Aimé Césaire, nous vivons à une époque où précisément la seule grandeur de ce XXe siècle, c'est de nous permettre des contacts qui étaient absolument impossibles auparavant. Ça veut dire que l'Afrique, malgré elle doit offrir ce qu'elle a, mais est-ce qu'elle doit abandonner réellement toute sa culture au profit d'une culture étrangère auquel elle ne s'est pas nourrie? Non, absolument. Ça veut dire quand on dit, c'est-à-dire il faut s'ouvrir, l'Afrique doit accepter dans cette ouverture-là, l'ouverture doit être modérée. L'ouverture ne doit pas être exagérée. Comme tout simplement le disait, si nous prenons Senghor, il dit l'important ce n'est pas d'être assimilé, mais c'est d'assimiler. L'important ce n'est pas seulement aller s'ouvrir aux autres, mais connaître comment s'ouvrir aux autres. Donc c'est un peu cela. Vous, étant spécialiste en la matière, l'Afrique doit s'ouvrir. Eh bien, vous dites que ce n'est pas n'importe comment que cette Afrique-là doit s'ouvrir. Et exactement, mon problème c'est là, comment doit-elle s'ouvrir? Qu'est-ce qu'elle doit prendre? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas prendre, par exemple? Parce que nous entamons presque les avantages maintenant là, de ce qu'on appelle la mondialisation. Et l'Afrique doit prendre quoi? Parce que vous avez parlé d'assimiler, être assimilé. En réalité, pour que l'Afrique assimile, pour ne pas que l'Afrique soit assimilée ou les Africains soient assimilés, qu'est-ce que les Africains ont besoin et qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Bon, maintenant, ici, on constate que le monde devenu maintenant est un monde moderne. L'Afrique, d'abord, a besoin tout simplement de maintenir sa culture particulière, surtout celle positive.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque nation a son identité, a tout simplement sa réalité, a tout simplement ses pratiques. L'Afrique doit aujourd'hui accepter ce qu'on appelle l'ouverture dans la mesure où je m'en vais pour dire quoi. Ça veut dire quoi? L'Afrique aujourd'hui, si elle accepte de livrer ses matières premières, il faut que l'Afrique accepte entre partenariats, pays sud ou bien pays nord, qu'il y ait tout simplement des échanges qui seront faits de manière quand même dans les règles de l'art. Sans que l'Afrique soit tout simplement biaisée, tout simplement, c'est-à-dire arrive à subir des retombées de ce phénomène. L'Afrique aujourd'hui aussi doit accepter quoi? Elle doit accepter que malgré la science, la technique et la technologie sont aujourd'hui des éléments fondamentaux pour y vivre dans le monde d'aujourd'hui, mais ces éléments-là doivent être appliqués en conformité aux réalités des réalités africaines et non des réalités des autres. Si nous prenons un avantage, juste un avantage de ce phénomène, aujourd'hui, si nous constatons les pays sous-développés ressentent moins le poids sous-développement. À cause de quoi? Le transfert de la technique, la science et la technologie. Si nous le constatons aujourd'hui, il y avait des contacts qui étaient impossibles auparavant. L'acceptation entre des Noirs et des Blancs. L'acceptation entre des cultures des Africains et des cultures des Blancs. Mais aujourd'hui, nous vivons à un moment donné où il y a ce qu'on appelle le rapprochement des individus, des hommes du monde à travers les loisirs humains. Un exemple, un Africain peut venir aujourd'hui, il est africain, mais il quitte dans son pays pour aller vivre, pour aller faire un concert ailleurs. Et il est accepté. Si nous prenons tout simplement les Jeux olympiques, on ne dira pas que quand vous êtes africain ou bien vous êtes dans un pays sous-développé, vous êtes écarté, vous êtes exclu. Non, tout le monde y participe par rapport à cela. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous vivons dans un monde d'acceptation, dans un monde d'interdépendance. Chacun a besoin de l'autre. L'Afrique ne doit pas être tout simplement en retard. Elle doit tout simplement être dans l'action pour ne pas subir la mondialisation, être actrice de la mondialisation. L'Afrique doit être actrice de la mondialisation. C'est ce que vous venez d'entendre par notre professeur. Monsieur Bailo, vous savez, le thème parle de mondialisation, mais aussi de culture. Et c'est pourquoi on parle même d'intégration des cultures. En fait, à ce que je sache, ou si ce n'est pas un malentendu pour moi, quelle différence? Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre mondialisation et culture? Ou comment peut-on, en tout cas, mettre ensemble, comment peut-on mettre un parallèle entre culture, mais aussi mondialisation? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de mondialisation, vous avez dit que l'Afrique doit apporter ses matières premières. Alors que dans cette notion de mondialisation, on parle aussi de culture. Et la culture, elle est l'identité même d'un peuple. Et si l'Afrique, est-ce que l'Afrique doit offrir aussi sa culture? Si l'Afrique offre sa culture, comment restera-t-elle? Si l'Afrique accepte la culture des autres, n'abandonnera-t-elle pas sa culture? Voilà un peu la question que je me pose. Exactement, je comprends votre inquiétude, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas aisé quand même d'apporter des réponses dans la mesure. D'abord, ça a été un débat entre intellectuels auparavant. Bon, quand même, néanmoins, on va essayer. Dans la mesure où vous demandez est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre mondialisation et intégration des cultures. Quand on parle d'intégration des cultures, ça veut dire que cet élément est inclus dans la mondialisation. Lorsque deux peuples se croisent, chacun vient avec sa culture, sa manière de faire, sa manière d'agir, sa manière de réfléchir. Donc, vous allez voir que aussi les cultures aussi vont se fusionner, vont faire un brassage, un métissage. Mais maintenant, comment l'Afrique doit vivre avec ce brassage culturel sans être aliénée, en un mot, sans être déracinée? L'Afrique doit tout simplement maintenir qu'elle a une culture propre en elle. Vouloir l'abandonner, c'est abandonner sa véritable identité. En ce moment maintenant, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? L'Afrique doit accepter ce qu'on appelle la fusion, parce que maintenant c'est un postulat du monde moderne. Mais l'Afrique ne doit pas tout simplement abandonner sa culture dans la mesure où, aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'Afrique, les gens, surtout le peuple africain, moi je vais prendre le doigt aux dirigeants africains, voire aux intellectuels africains qui n'ont pas aujourd'hui une politique culturelle de mieux maintenir la culture africaine. Je m'explique, c'est-à-dire, si nous prenons aujourd'hui tout simplement au niveau des ministères de la culture, on ne fait que, c'est-à-dire brandir la culture des autres et sans montrer nos véritables cultures.
Mais dans ça aussi, l'Afrique ne doit pas maintenir toute sa culture. Elle maintient seulement la culture qui doit nous permettre de vivre avec les autres. La culture, si nous prenons des cultures négatives, un exemple, un parent du 12e siècle, du 15e siècle, la manière dont lui il réfléchissait, si on dit on va imposer cette manière-là, est-ce qu'on va vivre avec les autres? Quelque chose qui est impossible. C'est pour cela que Victor Hugo disait quoi? Toute culture qui ne fait pas d'emprunt est inerte. Toute culture qui ne vit que d'emprunt est appelée à disparaître. Ça veut dire quoi? Une culture, toi, tu restes seul dans ton fort intérieur, tu restes dans ton coin. Tu ne vas jamais avoir une richesse de la personnalité. Mais un emprunt aussi exagéré, ça va montrer tout simplement que on n'est plus maintenant dans la mondialisation, mais ce peuple maintenant surtout dans le déracinement. C'est pour cela que l'Afrique doit accepter l'ouverture, mais l'ouverture doit être modérée. Et l'intégration des cultures, c'est un élément important, phare pour le continent, c'est-à-dire de nos jours, pour le continent africain. Dans la mesure où, si nous constatons aujourd'hui, si nous prenons un exemple par rapport à l'intégration des cultures, aujourd'hui, on a des vécus, nous regardons à travers les médias, l'Internet, les chaînes internationales auxquelles nos enfants, nos jeunes regardent tout simplement les Hollywood ou bien les J-Magic. On a, c'est-à-dire, vu que les parents, l'État, ceux-ci ont démissionné c'est-à-dire d'implanter, de réhabiliter, de valoriser la vraie culture, les enfants maintenant sont obligés d'appréhender, sont obligés de se familiariser avec la culture étrangère. Dans une société européenne, un enfant peut tutoyer son père. Et c'est accepté parce que c'est la manière de faire. Mais dans une société africaine, est-ce que nous, selon notre vécu, selon notre identité, un enfant peut-il tutoyer son père? Ça veut dire que c'est mal vu. Mais aujourd'hui, nous voyons que les enfants n'ont aucun respect par rapport à la hiérarchie. Et quelque chose qui était tout simplement valorisé dans l'Afrique précoloniale. On étudiait quoi? Surtout la 11e année, il y a l'enracinement, le déracinement. L'enracinement a un sous-thème qu'on appelle la vie en communauté, voire la structure de la société. Il y avait le respect. Chacun respectait tout simplement, c'est-à-dire la position de l'autre, la classe supérieure de l'autre. Mais aujourd'hui, l'Afrique, nous venons vers une symbiose, mais l'Afrique arrive à perdre. Si elle ne fait pas une prise de conscience, on va retrouver une génération qui s'est perdue. Comme le disait Amadou Ampateba, si l'Afrique ne connaît pas réellement quel pied il faut s'arrêter, on va suivre le baobab de la culture africaine. Qui, Amadou Ampateba, qui disait en ces termes, si tu ne sais pas d'où tu vas, cherche au moins d'où tu viens. Mais l'Afrique aujourd'hui, on ne connaît pas d'où nous allons, nous ne connaissons pas d'où nous venons, et là où nous sommes aussi, là-bas aussi ambigu et incertain. En ce moment maintenant, quoi faire? Soit les parents et l'État doivent mettre en place une politique de mieux réhabiliter la culture pour ne pas faire oublier celle-ci. Vouloir l'oublier, c'est oublier en réalité sa véritable identité. Un exemple par rapport aux langues. Les langues africaines. Si nous prenons aujourd'hui, en Afrique, Wolof, Beti au Cameroun, le Haoussa, Djoula, le Poula, le Malinké, le Soussou, le Guerger, quelle est la langue qui est parlée au niveau de l'échec, c'est-à-dire dans le monde international? Toutes ces langues-là sont abandonnées au profit des langues étrangères. Aujourd'hui, nous parlons tout simplement l'arabe, nous parlons tout simplement, si tu ne parles pas l'arabe, tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas espagnol, tu ne parles pas tout simplement la langue étrangère, tu n'es pas considéré par ton confrère africain comme civilisé ou bien comme cultivé. Tu es considéré comme quelqu'un tout simplement qui vivait dans les temps médiévaux africains. Pourquoi cette mentalité? On doit changer cette mentalité, valoriser les langues africaines. Mais comment les valoriser? Les écrire. Amadou Ampateba lance un cri d'alarme. La sauvegarde des langues africaines n'est possible seulement si nous arrivons à les écrire. Comme l'a commenté certaines langues. Si nous prenons le malinké, on a le nko. Si nous prenons tout simplement le poulard, on a fulfulde ou bien adlam. Si nous prenons le soussou aujourd'hui, on a tout simplement koresebeli. Avec ça, mais on doit maintenant appeler les jeunes générations, les former par rapport à cela. Parce que quand je te dis ici à un enfant africain, surtout de manière particulière guinéen, quels sont les noms des 12 mois de l'année? Il sera impossible de le dire. Est-ce qu'on l'en veut? Non. Les parents ont démissionné. L'État doit instaurer aussi une matière spéciale pour la sauvegarde des langues africaines dans les écoles. Et c'est aussi une opportunité pour moi de lancer un cri d'alarme tout simplement au président Doumbouya et tout simplement au ministère d'instaurer les langues africaines dans les écoles. Ce n'est pas une question d'être
en arrière, mais c'est une question de mieux s'adapter au monde moderne. Donc c'est un peu cela. Voilà, et je crois et certainement votre appel sera entendu parce que je ne suis pas en train, par exemple, de vendre la mèche, mais actuellement au niveau du ministère de l'Enseignement national, il y a ce projet qui est en cours. Voilà, la valorisation des langues nationales, c'est un projet qui est en cours et très bientôt, je crois, le ministère fera pratiquement cap sur ça. Alors, Monsieur Bailo, avant qu'on termine d'ailleurs cette émission, avant qu'on ne passe à la deuxième partie de cette émission, donner la parole aux gens, dites-nous concrètement, selon vous, parce que vous avez dit l'Afrique, mon problème c'est toujours là, l'Afrique doit maintenir quelques valeurs que vous appelez valeurs positives et l'Afrique doit rejeter les valeurs culturelles négatives. Quelles sont, selon vous, par exemple, quelques valeurs positives, bien sûr, que l'Afrique doit garder parce que vous avez parlé de respect, et je pense que ce n'est pas tout. Quelles sont les valeurs que l'Afrique doit garder? Quelles sont les valeurs, par exemple, culturelles que l'Afrique doit rejeter pour vivre avec les autres? Très bien, c'est une bonne question. Et en réalité, l'Afrique a ses valeurs. Si nous prenons l'Afrique, vivait dans un moment précis où l'Afrique était beaucoup respectée, surtout en son sein. Si nous prenons une seule valeur, je réitère encore, la langue, c'est un noyau de la culture. Sans la langue, aucune culture ne se verra tout simplement valorisée. Ça, c'est une valeur. L'Afrique doit maintenir. Une autre valeur, si nous penchons autrement, surtout au niveau tout simplement de la bonne moralité par rapport aux Africains. Si nous prenons au niveau des tenues vestimentaires, l'Afrique abandonne les tenues vestimentaires. Comme vous, actuellement, journaliste, vous êtes habillé comme ça en Africain. Et ça, c'est aimable. C'est comme ça. On vend comme ça l'image de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on abandonne. Je n'ai pas dit les vestes, les costumes sont pas tout simplement au niveau de la mode. Non. On doit les porter, mais aussi on doit valoriser nos tenues vestimentaires. Et vendre l'image là. Vendre l'image, c'est quoi? Ce n'est pas donner sa culture. C'est en réalité, c'est réhabiliter. C'est donner une bonne posture, une belle réputation, une belle image à la culture africaine. Si nous prenons aussi, surtout avec nos musicologues aujourd'hui, là même c'est un problème. Aujourd'hui, normalement, un artiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui peint et dépeint les réalités de sa société. Il est comme un écrivain. Si vous prenez nos artistes africains, ont voulu imiter les artistes américains. Et pourtant, on n'a pas les mêmes réalités. Et on n'a pas eu les mêmes réalités. Ces Américains sont là, des fois, pour faire tout simplement des injures dans leur musique, à travers une réalité qu'ils ont subie. Maintenant, pour nettoyer cette réalité-là, ça donne une colère interne à eux pour mettre cela en place. Mais si nous prenons maintenant les artistes africains, aujourd'hui, il faut insulter pour être une star africaine. Si nous prenons tout simplement des exemples, c'est-à-dire surtout si nous prenons les musiques, Coller la petite, ça a quelle sensibilisation avec tout simplement l'Africain? Ou bien, je m'excuse du terme abomboné, ça a quelle signification avec tout simplement la culture africaine? Ça n'a rien à voir. Rien absolument à voir. C'est une assimilation sans frein. L'Afrique doit beaucoup offrir en réalité. Elle a pas mal de cultures qu'elle doit offrir. Maintenant, l'Afrique doit recevoir quoi? L'Afrique doit recevoir les parties positives. Un exemple, si nous prenons tout simplement les réseaux sociaux avec la science technologie, on regarde tout ce qui peut nous permettre, c'est-à-dire d'avoir une émergence sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social. On met ces éléments-là pour être dans la mondialisation. Mais maintenant, aujourd'hui, si nous prenons les réseaux sociaux sont utilisés à des fins qui n'ont pas un atout pour le peuple africain. Aujourd'hui, si nous prenons les jeunes, chacun installe aujourd'hui une application surtout nommée TikTok pour faire de n'importe quoi. Vous connaissez, Amadou Dampateba disait en ces termes, c'est lui-même qui avait prophétisé le monde d'aujourd'hui. Il dit, il viendra une époque, pour être connu, il faut être con. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les jeunes ont créé des applications, des comptes au niveau de TikTok. Il faut venir te dénuder, faire des vidéos, les lancer, les gens applaudissent et tu es bien vu, tu deviens maintenant une star nationale et internationale. Quelque chose maintenant qui renvoie une mauvaise image à l'Africain et pourtant c'est une réalité d'un autre peuple auquel là-bas c'est une réalité qui est la bienvenue, mais chez nous c'est mal vu parce que c'est pas ça, on s'est nourri.
L'Afrique a ses coutumes. L'Afrique a tout simplement cela. L'Afrique a tout, c'est-à-dire c'est un peuple civilisé. Si nous prenons l'Égypte, l'Égypte a montré en réalité l'Afrique n'était pas un peuple qui était en retard. C'était un peuple déjà dans le monde moderne, avec les écritures, les hiéroglyphes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous tendons vers une Afrique. Si l'Afrique ne fait pas attention, elle sera dans le monde comme le héros dans l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, Aventure ambiguë. L'Afrique sera comme Samba Diallo. Ça veut dire quoi? Samba Diallo a reçu 2 cultures et il ne connaissait pas avec quel pied s'arrêter. Il meurt sans connaître quel chemin il faut emprunter. Voilà, et l'Afrique, et c'est un conseil, l'Afrique, il faut tout faire pour ne pas que vous soyez comme Samba Diallo. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, c'est maintenant que nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Nous allons passer notre micro à nos chers élèves. S'il y a des questions, s'il y a des interventions par rapport à la notion de mondialisation, si quelqu'un veut quand même dire quelque chose, il n'a qu'à se manifester. Nous allons passer le micro à la personne. Au cas contraire, nous allons continuer cette émission. Mesdames et messieurs. Alors, venez mon ami. C'est bon, là-bas, oui. Allez-y. Bonjour, moi c'est Sylvie Moussa, élève de la terminale sciences sociales. Bon, les questions que j'aimerais poser à M. Bailo sont: comment les jeunes générations adoptent-elles des pratiques culturelles et étrangères? 2. Comment la mondialisation influence-t-elle l'économie mondiale? C'est les 2 questions que j'aimerais vous poser. Merci. Merci. Allez-y, M. Ba. Bon, il demande d'abord la première question, comment les jeunes, si j'ai une bonne mémoire, comment les jeunes africains doivent s'adapter avec les cultures étrangères, non? Exactement, et on l'avait dit déjà de manière quand même un peu ramassée, les jeunes africains doivent, aujourd'hui, sont obligés même d'ailleurs, c'est-à-dire d'emprunter les cultures étrangères, mais l'empreinte doit être modérée et non un emprunt exagéré. C'est-à-dire les jeunes doivent se retourner à la case de départ, connaître d'abord, valoriser leur culture, connaître réellement qui ils sont. Maintenant, dans la mondialisation, dans le message culturel, ils vont connaître quels sont les éléments qu'ils doivent maintenir et quels éléments ils doivent tout simplement supprimer. Le jeune ne doit jamais, quel qu'en soit le déplacement qu'il a effectué de son continent vers un autre continent, il ne doit pas oublier qui il est, il ne doit pas oublier sa langue, il ne doit pas oublier en réalité sa bonne moralité, ses bonnes conduites, pour mieux quand même avoir une culture la plus, c'est-à-dire on tend vers des cultures qui ont tellement d'influence. L'Afrique doit tout simplement faire attention et surtout les jeunes générations doivent beaucoup faire attention. Donc la deuxième question, je pense, il demande la mondialisation. Comment la mondialisation influence-t-elle l'économie? Exactement. Vous connaissez au niveau du domaine économique, la mondialisation ici. D'abord, l'Afrique n'est pas d'abord souveraine économiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous assistons aux échanges qui s'effectuent entre pays développés et pays sous-développés. Maintenant, l'échange même, est-ce que l'échange, ce sont des échanges qui sont légaux ou illégaux? On constate quoi? Dans un pays où, c'est-à-dire le continent africain n'est même pas d'abord indépendant du moins par rapport à son économie, comme le disaient tout simplement les économistes, la dépendance économique compromet dangereusement l'indépendance politique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire même la manière dont pour conduire, pour diriger, pour émerger notre économie, on subit des influences des autres. C'est-à-dire ils nous dictent des ordres auxquels on doit se soumettre, ils nous montrent des lignes auxquelles on doit tout simplement emprunter, et en réalité maintenant notre économie n'est pas libre. Et qu'est-ce que l'Afrique doit faire? L'Afrique doit valoriser ses matières premières pour que ça soit dans un monde de gagnant-gagnant. S'il n'y a pas gagnant-gagnant, l'Afrique n'aura pas tout simplement une économie libre. Et si l'économie n'est pas libre, la liberté politique ne sera pas aussi libre. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Viens mon ami, rapidement. Ben, je ne sais pas, est-ce que nos sœurs ont aussi des questions?
Je me présente à vous, je m'appelle Fodé Bangali Kondé, élève de la terminale sciences sociales, évoluant au complexe scolaire Mangué Junior. Ma question est la suivante. Dans le phénomène de la mondialisation, deux conceptions s'affrontent. Celle de la conception unitaire et la conception conflictuelle ou bien pluraliste. Je voudrais quand même que notre professeur nous fasse la différence entre ces deux conceptions. Merci. Merci. Oui, précisément, oui, exactement. Dans la mondialisation, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il y a une idéologie, c'est-à-dire qui préfère que le monde soit un village planétaire, un intérêt commun, un développement mondial. Cette idéologie a pour nom la conception unitaire ou la conception universelle. C'est-à-dire c'est cette conception aujourd'hui que nous constatons que même des avantages de la mondialisation qui se répercutent dans les pays sous-développés. Un exemple palpable. Si nous prenons tout simplement au niveau, aujourd'hui il n'y a pas une nation, disons comme ça, qui n'a pas le système de la démocratie. Il n'y a pas aujourd'hui une nation qui ne profite pas tout simplement des avantages des organisations internationales, comme FMI, comme OMS, Organisation mondiale du commerce, comme tout simplement le BAD, comme tout simplement BAM. Mais toutes ces organisations internationales aujourd'hui, même s'il y a même des calamités naturelles, nous voyons OMS venir tout simplement épauler cela à travers tout simplement le grand organe qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale qu'on appelle l'ONU. Cette conception a pour rôle de maintenir une paix durable, de transformer le monde dans un monde village planétaire. La deuxième conception qu'on appelle conception conflictuelle, ou pluraliste comme il le dit, c'est-à-dire c'est une conception selon elle, que la première voudrait que le monde soit dans un système de socialisme. Ça veut dire que pour la deuxième conception conflictuelle, il ne faut pas qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire du niveau de vie des peuples africains. Ça montre quoi? Une concurrence sur le domaine économique, sur le domaine politique, sur le domaine culturel, voire le domaine social. C'est-à-dire, ça va maintenant, même au sein de l'ONU, il y a des nations qu'on appelle qui ont des droits de veto. Ces nations peuvent attaquer n'importe quel pays sans qu'un œil ose scier. Ces nations peuvent imposer leur hégémonie, leur volonté. Et c'est en ce moment, ce n'est pas tout simplement encore, on va dire la mondialisation n'est pas encore un système qui donne l'avantage aux pays développés de mieux encore dominer les pays sous-développés. Comme on le dit, le néocolonialisme. Donc c'est un peu cela. Voilà, ma soeur vient. Je réponds au nom de Buntura Bissouma. Alors, ma question est celle-ci. Comme il l'a si bien dit, la mondialisation a des avantages comme des inconvénients. Ma question est, ces inconvénients dépendent-ils de la non-sensibilisation des pays du tiers-monde ou l'égoïsme des pays développés? Voilà la question de notre monsieur Baïlou. Oui, exactement, une question quand même pertinente, mais bien dosée. En réalité, elle demande, vu que ce phénomène aussi a des inconvénients, comme vous l'avez dit, et des limites, ça veut dire que si nous prenons un seul inconvénient, voire une seule conséquence, aujourd'hui, nous voyons dans la mondialisation, les pays développés dictent la ligne de conduite à suivre que les pays sous-développés doivent suivre. À travers quoi? À travers un système qu'on appelle la démocratie qui a été mal comprise, qui a été mal appréhendé par les dirigeants africains, par les maîtres africains, les nouveaux maîtres africains. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé, avant d'abord de revenir à la question, j'ai beaucoup aimé le système, l'idéologie de notre président Doumbouya. Il a mis une constitution en place. C'est-à-dire, le credo de cette constitution, ça veut dire quoi? Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est la mauvaise mentalité des Africains qui font qu'ils subissent les inconvénients, ou bien c'est l'égoïsme tout simplement des pays développés? Je vais dire quoi? D'une part d'abord, je vais dire c'est la mauvaise conscience, la mauvaise foi des dirigeants d'imposer tout simplement un intérêt général au profit d'un intérêt particulier. Nous connaissons qu'on a notre ancien président Alpha Condé qui disait en ces termes, il dit l'ambition personnelle est meilleure, mais ne doit pas aller contre l'ambition générale.
On a des dirigeants aujourd'hui qui maintiennent, c'est-à-dire une ambition, un intérêt personnel et égoïste. Donc cet intérêt ne profite pas tout simplement aux pays développés. Si nous prenons même affaire de les entreprises qui sont là actuellement, le peuple a quoi par rapport tout simplement la présence de ces entreprises ici? On forme des jeunes, on n'a pas aussi confiance en eux pour les donner un poste de responsabilité. Là maintenant, je vais interpréter tout simplement nous-mêmes enseignants. Maintenant, est-ce que c'est aussi de l'égoïsme de qui? Des pays sous-développés. Moi, je vais dire, d'une part, c'est l'égoïsme, mais c'est aussi la faiblesse du continent africain. Parce que eux, ils sont là pour maintenir, imposer leur intérêt. Si l'Afrique continue à toujours se lamenter, à se victimiser, elle va continuer toujours dans ce élan. Et ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Voilà. La radio, c'est l'heure. La télé, c'est l'heure. Je crois que nous allons tirer les rideaux sur cette émission. La mondialisation, c'est un thème très vaste et aujourd'hui, nous avons peut-être fait une présentation générale. On aura encore l'occasion de revenir sur voilà, ce thème parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé même voilà, au tableau l'intégration des cultures, les langues africaines. Je crois que ça deviendra, par exemple, voilà, l'objet d'une autre émission. Parler, par exemple, de la place de ces langues-là dans les œuvres littéraires aujourd'hui en Afrique. Et nous allons vous tendre le micro pour vos derniers mots. Bon, vraiment, je suis enthousiasmé, je suis rempli d'un sentiment positif. Je remercie réellement cette initiative qui consiste tout simplement à valoriser l'école nationale et montrer réellement le niveau de nous enseignants, malgré on a certaines anomalies ou bien certaines difficultés. Et en réalité, moi, mon dernier mot sur ce phénomène, l'Afrique doit accepter la science. L'Afrique doit accepter de mettre en place des écoles techniques prônées pour la science. Un peuple qui n'a pas la science, c'est un peuple qui va subir les réalités, les volontés d'un autre peuple qui a choisi la science. Je termine en ces mots de Chinois Achebe, un écrivain anglophone qui disait en ces termes: en tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. Je vous remercie. En tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse retiendra toujours, l'histoire de la chasse glorifiera toujours, justement. Alors, c'est en ces termes, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, que nous allons vous quitter. Nous allons fermer portes et fenêtres, bien sûr, de cette émission. Et nous étions aujourd'hui avec M. Bailo. M. Bailo est un enseignant de littérature au groupe scolaire Mangué Junior, ici même à Simambossia, dans la commune de Lambani, mesdames et messieurs. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et le plaisir a été également pour nous de travailler avec ces valeureux et ces brillants élèves. Et en tout cas, l'occasion nous sera donnée ultérieurement de passer encore pour d'autres thèmes. Je vous remercie.